Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Audience au Conseil économique et social ce lundi. Augustin Gbien a reçu à son cabinet des délégations d'organisations non gouvernementales. Le Bénin continue d'enregistrer des cas de contamination liés à la COVID-19 et pourtant il est noté un relâchement des gestes barrières au sein de la population. On en parle dans cette édition. Et puis la communauté franco-algérienne s'organise pour aider l'Algérie victime d'incendies et de la COVID-19. Bienvenue à toutes et à tous. Le président du Conseil économique et social a reçu en audience hier le président de l'ONG Cap Équilibre, ONG organisatrice du concours national de dictée, dénommée la dictée du président Fadel Kabassi, est allé rendre compte au président Augustin Gbien du déroulement de la finale de la deuxième édition du dit concours tenu le week-end dernier. Suivez un extrait des propos de Fadel Kabassi à sa sortie d'audience. Il a été question de faire un point au président, puisque avant la finale qui a eu lieu le samedi 14 août dernier, nous étions venus présenter le concept au président, recueillir son adhésion pour qu'il puisse recevoir les enfants et leur expliquer en quoi consiste le travail qui se fait au Conseil économique et social. Le président les a reçus, il les a encouragés, puisque c'était avant la finale. Il est de bon ton qu'après cette finale-là, que nous revenions faire un compte-rendu au président sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et quels ont été les résultats de cette grande finale. Et c'est de ça qu'il a été question. Le président nous a écoutés. Il était très heureux, encore plus heureux que la première fois que nous sommes venus le voir. Il nous a félicités, il nous a encouragés et il a insisté sur le fait que c'est quelque chose qui ne doit jamais, nous devons jamais arrêter. Je voudrais remercier le président du Conseil économique et social pour son ouverture d'esprit, ses encouragements, ses conseils. Et il n'a pas manqué de nous dire que nous avons son soutien indéfectible. Donc je tiens vraiment à le remercier pour ça. Il nous a parlé en père et en grand-père de ces petits-enfants-là qu'il a reçus et qui l'ont émerveillé. L'ONG Force Royale pour la réconciliation en Afrique, FORA, était également ce lundi au cabinet du président du Conseil économique et social. La délégation est allée présenter la structure au président Augustin Gbien. Il ressort de leur présentation que l'ONG travaille pour l'édification de la paix et une réconciliation des peuples. La délégation a émis le vœu de bénéficier du soutien et de l'accompagnement de l'institution. À la fin de l'audience, le président a reçu quelques documents et de l'ONG, à savoir leur déclaration, leurs projets et leurs priorités. Le chargé de communication et porte-parole de l'organisation Acadius Akochekpo, s'est confié à la presse. On l'écoute. Nous avons eu à statuer sur le fonctionnement de la FORA. Et quand on dit fonctionnement, nous nous basons beaucoup plus sur la paix et la réconciliation. Il fut un moment, pour ne pas dire dans un passé récent, nous avons traversé des périodes liées aux élections et qui ont laissé parfois des traces négatives, j'allais dire. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a de ces poches de résistance qui sont focalisés dans certaines régions. Et il faut qu'on en arrive à trouver une solution pour que désormais les choses redémarrent de la plus belle des manières. Donc on est venu voir le président pour lui dire les efforts que nous fournissons dans ce sens, pour que désormais le peuple béninois soit réuni dans la cohésion. Grande a été également notre satisfaction d'entendre le président pour le fait que ce dernier a voulu
désormais on soit ensemble pour fédérer nos efforts. Et parlons justement de paix, la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, a organisé le week-end écoulé à Parakou et à Tchaourou des journées d'action de grâce et de prière pour la réconciliation et la promotion de la paix. Voici le compte rendu de Carole Olaye et Fiak Voitan. La réconciliation à travers un dialogue franc en vue d'un pardon mutuel a réuni jeunes, chefs religieux, têtes couronnées, autorités politico-administratives et les membres de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, à Parakou. Une journée de prière et d'action de grâce qui fait suite aux violences qui ont émaillé les dernières joutes électorales au Bénin. À l'endroit des populations du Bénin en général, celle de la ville de Parakou, et plus particulièrement les rois. Nous vous disons merci pour votre veille permanente, avant, pendant et après les élections. Ainsi, vous invitons à l'union, à l'unicité et au respect mutuel. Et enfin, vous demandons de prôner la paix par la fraternité islamo-judéo-chrétienne traditionnelle et politique autour de vous et avec les autres par le dialogue. Du nord au sud, nous sommes tous les enfants d'un même Bénin, unissons-nous. Partageant ce credo de la FOPA, Inoussa Tchabi Zimé, maire de la ville de Parakou, est reconnaissant pour le choix porté sur sa commune pour abriter cette initiative. Il invite donc le peuple béninois à la culture de la paix. S'il est vrai que le Bénin est un pays de paix, il n'en demeure pas moins que cette paix mérite d'être sauvegardée. C'est alors avec plaisir que, tout en vous remerciant pour l'étape de Parakou, je vous encourage à promouvoir la paix dans toutes les régions du Bénin. Après Parakou, la délégation de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique a mis le cap sur Tchaourou, la ville la plus touchée par les heurts. Devant sages, tête couronnée, fils et filles de la commune, Gilbert Daké Djokès, président de la FOPA, va rappeler l'importance de la tolérance et du vivre ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les fils de Tchaourou, qui pensent que jamais à jamais, ils ne pourront plus rester ensemble pour même déjeuner et prendre même un petit verre ensemble. Comment nous allons faire pour que cette union-là reprenne? C'est dans cette optique que nous sommes là. Créée en 1991, la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique est une institution panafricaine de droit commun qui travaille à unifier toutes les religions du monde autour de l'idéal universel qu'est la paix. Au registre santé, le ministre béninois en charge de la santé, lors de son passage sur le plateau du journal à la télévision nationale dimanche, a réagi par rapport au cas d'Ebola détecté en fin de semaine écoulée en Côte d'Ivoire. Benjamin Mpati parle des dispositions prises par le gouvernement à cet effet. On l'écoute. L'OMS nous a alertés et puis nous avons reçu un communiqué du ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire qui a confirmé effectivement qu'il y a un cas d'Ebola qui est décédé et qui est venu de la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Il faut dire déjà que quelques jours avant, il y avait déjà un cas de notre virus à fièvre hémorragique, le virus Marburg, également qui avait été découvert en Guinée. Donc ça fait 2 virus de fièvre hémorragique qui circulent actuellement. Donc dès ce matin, nous avons tenu une réunion du comité national de crise sanitaire et nous avons mis en place les dispositifs qu'il faut, notamment au niveau des postes frontaliers, pour pouvoir contrôler les mouvements des populations et également les signes qui sont évocateurs de fièvre hémorragique et pouvoir contenir la pandémie. Les messages à l'attention de la population sont déjà lancés. Il faut dire que la majorité des messages sont concordants avec ce que nous faisons déjà avec la pandémie de la COVID-19. C'est peut-être un griffe heureux d'avoir cela et c'est pour ça que je réitère mon appel pour le respect strict des mesures barrières. C'est très important. Et par ailleurs, il faut évidemment éviter d'aller consommer de la viande de chasse actuellement. Vous savez, la viande de chauve-souris, la viande de rail qu'on sort, il faut les éviter, de singes, de chimpanzés, il faut les éviter actuellement au regard de la présence dans notre sous-région déjà du virus de la fièvre Ebola.
Le Bénin connaît depuis quelques jours une résurgence des cas de contamination liés à la COVID-19. Les jeunes non vaccinés et sans comorbidité sont les plus touchés par cette troisième vague de la COVID-19. Cette situation a mis l'ensemble du gouvernement en alerte maximale, mais dans le rang de la population, on note un relâchement des gestes barrières. Suivez ce reportage de Laurette Kankangui. Dans le but de contenir la crise sanitaire relative au coronavirus, le gouvernement béninois a pris une série de dispositions. Entre autres mesures de lutte contre la propagation de la COVID-19, les gestes barrières obligatoires rappelés à longueur de journée sur les médias et différents canaux de communication sur tout le territoire national. Mais après quelques mois d'application des mesures et barrières pour lutter contre la COVID-19 au Bénin, on observe un relâchement dans certaines villes. C'est le cas de la commune d'Abomey-Calavi. On est fatigué de pratiquer les mêmes mesures. En fait, oui, moi-même, ça m'arrive parfois d'oublier le masque. Pour être franc avec vous, parfois on le porte pour éviter d'être arrêté. Pour certains citoyens rencontrés, les gestes barrières sont difficiles à respecter. C'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Et le port du masque, les gestes barrières et puis laver les mains à chaque fois, ce n'est pas dans nos habitudes. Donc il arrive des fois qu'avant de sortir de la maison, on oublie le masque, on est obligé de prendre ça au bord de la... C'est un peu compliqué, je n'arrive pas à respecter ça tous les jours. Différents arguments justifient ce non-respect des gestes barrières. Au marché d'Akasato, certaines vendeuses se disent fatiguées du port des masques. Moi ici, je ne crois pas que la maladie existe. Ils ont dit que les gens sont morts, mais je vais voir ceux qui sont décédés avant de croire. Personne n'est mort dans mon entourage. Je suis fatiguée du port de masque. Je l'ai mis depuis le matin, mais tout mon visage me brûle et ça me gratte. J'ai dû l'enlever. Pendant ce temps, d'autres s'y conforment. Nous les aimons. Respectons les consignes données par le gouvernement, plus que tout le monde. Tu vois n'importe quel zim, il a le masque sur son visage. On le dit à tous les clients qu'on veut prendre. Si un client ne met pas son masque, on ne le... Je suis venu en vacances, ça fait à peine une semaine. Mais je constate que c'est bien géré à Cotonou, précisément au Bénin. Donc je peux dire que je félicite le ministre de la Santé de ce qu'il a mis en place à l'aéroport de Cotonou, à notre arrivée et puis au départ. Une note positive tout de même dans les administrations publiques et structures privées où toutes les dispositions prises pour protéger les citoyens sont résolument respectées. La voie Carrefour-Pota-Kokokodji n'a pas encore été réceptionnée, mais déjà des cas d'accident sur ces tasses sont enregistrés. La cause principale, l'excès de vitesse. Suivez ici le reportage de Justin May, d'Efodji et Romaric de Vauchy. Damas Kakpo, enseignant de carrière comme de coutume, rentrait chez lui après le boulot aux environs de 18 heures quand un taxi-moto roulant à vive allure est entré en collision avec lui au niveau du carrefour à Itchédji. En tournant, il y a un semi-zaman qui roulait sans contrôle. Il est venu me coller, me casser mes plastiques et puis même mon phare. Un cas d'accident parmi la pléthore enregistré au quotidien sur ce tronçon Calavi-Pota-Kokokodji qui bénéficie encore des travaux de finition. Triste réalité qui a pour origine l'excès de vitesse pratiqué par les usagers. Il y a tellement d'excès de vitesse tous les jours et toutes les heures. Et ça crée même des accidents. Et il y a des morts. Dans la soirée où il y a de l'embouteillage, où les gens devaient normalement conduire avec l'intelligence et aller avec la bonne vitesse, certains filent parce qu'ils sont très pressés pour rentrer chez eux à domicile. Confrontés aux conséquences de l'excès de vitesse, les riverains de ce tronçon Calavi-Pota-Kokokodji invitent à une prise de conscience. C'est vrai, les routes sont bonnes, il faut circuler sans souci, mais il faudra qu'on maîtrise la vitesse. Lorsqu'il y a excès de vitesse, ça nous conduit toujours à des accidents. Mais il faut que la population aussi prenne conscience et de rouler doucement. Excès de vitesse n'est pas une bonne éducation. Les usagers de rouler doucement, il faut qu'ils roulent dans les normes.
La prudence est mère de sûreté et rien ne vaut la vie humaine. Les automobilistes et motocyclistes doivent donc respecter le code de la route en évitant l'excès de vitesse qui reste une infraction punie par la loi en République du Bénin. Hors de nos frontières, à présent, la communauté franco-algérienne s'organise pour aider l'Algérie. Depuis plusieurs jours, elle envoie des dons, notamment des médicaments, pour aider non seulement les victimes des incendies qui ont touché la Kabylie, mais aussi celles de la Covid-19. La biafine pour les patients brûlés, il y a des compresses stériles. Des cartons remplis de médicaments. Cela fait des jours que Merwan Messeker les empile. Interne au CHU de Toulouse, Merwan est aussi président de Medical Hope. Créé le 10 août dernier, son association propose de faire des dons de médicaments et de produits sanitaires pour aider l'Algérie à faire face à la pandémie de Covid-19 et aux violents incendies qui la touchent depuis plusieurs jours. Un appel rapidement entendu. Les réponses des Toulousains étaient vraiment rapides, donc nous avons commencé à récupérer des dons dès le jour où on a annoncé cet appel aux dons, et les gens continuent de venir tous les jours, soit pour donner sur place, soit ils envoient par voie postale des chèques ou des dons matériels. En une semaine, l'association a récolté un très grand nombre de dons. Un local de 20 mètres carrés a ainsi déjà été rempli, et un troisième centre de collecte de dons a été ouvert ce lundi. Hakim Adni s'est porté volontaire pour le tenir. Gérant d'une brasserie à Toulouse, il laisse à disposition son établissement pour y entreposer les dons avant qu'ils soient envoyés en Algérie. Rapidement, l'idée de faire quelque chose pour la Kabylie, pour l'Algérie en général, est venue, et finalement c'est l'association qui a pris contact avec moi pour me dire qu'ils cherchaient un endroit pour entreposer des médicaments, des dents, et comme on est situé vraiment au centre-ville, c'était avec un grand plaisir que j'ai accepté et que j'essaye de les aider à collecter ces médicaments et à aider les nôtres en Algérie. Comme Toulouse, de nombreuses villes ont rejoint le mouvement. Plusieurs cagnottes ont également été créées. Celle de Merwan avait pour objectif 650 000 €. Une somme presque déjà atteinte en à peine une semaine. Merci. En Haïti, 4 jours après le violent séisme qui a frappé le sud du pays, le bilan ne cesse de s'alourdir. On dénombre 1400 morts et près de 7000 blessés après ce tremblement de terre de magnitude 7,2. Sur place, les secours continuent de rechercher les personnes portées disparues. Les hôpitaux sont, eux, débordés. Des blessés qui s'entassent dans la cour de l'hôpital, soignés avec les moyens du bord. Au Caille, en Haïti, les soignants tentent de faire face à l'afflux de victimes du tremblement de terre de samedi dernier. Hier, c'était vraiment dur. On n'avait pas de personnel, mais on a bien géré la situation. On fait de même pour aujourd'hui, pour bien gérer la situation pour notre population. Les patients les plus gravement blessés sont transportés à bord d'hélicoptères des gardes-côtes américains vers les centres de soins de Port-au-Prince, la capitale. L'agence de protection civile poursuit ses recherches de survivants dans les décombres de la ville, engloutis par le séisme. En tout, plus de 37 000 habitations ont été détruites. Des milliers de personnes se retrouvent sans abri. Pour leur venir en aide, les États-Unis, l'Équateur, la République dominicaine ou encore le Mexique ont envoyé des colis alimentaires et du matériel d'urgence dès dimanche. Ce lundi, le président mexicain s'est engagé à soutenir Haïti face à cette catastrophe. Le président vient d'être assassiné. La situation est très instable et ce séisme est un autre malheur qui s'abat sur une population appauvrie. Nous avons décidé de les soutenir et nous continuerons à le faire. Rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Oublions les frontières. Nous devons appliquer le principe de la fraternité universelle. Une aide humanitaire qui s'achemine dans l'urgence à l'approche d'un cyclone qui menace d'aggraver encore la situation.
Et puis, après avoir basculé dans le chaos hier, la situation est revenue à la normale à l'aéroport de Kaboul. Les Afghanistans ont envahi le tarmac pour tenter de fuir le pays. La capitale est tombée dans les mains des talibans ce dimanche sans véritable résistance. Les insurgés se déploient désormais dans les rues de Kaboul. Ils annoncent ce matin une amnistie internationale générale pour tous les fonctionnaires d'État. Des scènes spectaculaires dont les images ont fait le tour du monde. Ce lundi, à l'aéroport de Kaboul, des Afghans, prêts à tout pour fuir leur pays, tentent de s'accrocher aux avions décollant du tarmac. Un geste de désespoir pour s'échapper de la capitale, désormais sous emprise des talibans depuis ce dimanche. L'envahissement de l'aéroport a entraîné pendant plusieurs heures l'interruption des vols civils et militaires prévus pour permettre aux ressortissants étrangers et au personnel afghan de partir. Mais après le désordre, le trafic aérien a pu reprendre. Environ 2500 soldats sont arrivés à Kaboul au cours des dernières 72 heures et d'autres arriveront bientôt. D'ici la fin de la journée, nous prévoyons d'avoir près de 3000 à 3500 soldats sur le terrain. Concrètement, en temps réel, à 15h35 heure locale, l'aérodrome était rouvert aux opérations. Ce lundi à l'aéroport, les forces américaines ont tué 2 hommes qui ont brandi leurs armes d'un air menaçant, selon un responsable du Pentagone. Des Américains qui garantissent la sécurité au sein de l'aéroport de Kaboul. Nos forces continuent à mener des opérations de sécurité à l'aéroport international Hamid Karzai. Et comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes aussi en charge du contrôle du trafic aérien pour les vols commerciaux et militaires. Le chaos à l'aéroport contraste avec le calme qui semble régner dans les rues de Kaboul. Passé depuis dimanche aux mains des talibans que des milliers d'autres insurgés devraient rallier dans les prochains jours. Le mouvement islamiste assure avoir rétabli l'ordre dans la capitale et ses hommes patrouillent désormais dans les rues, armes à la main. Pour tenter de rassurer une partie de la population restée sur place, le cofondateur des talibans appelle ses troupes à la discipline dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Il est maintenant temps d'évaluer et de prouver ce que nous savons faire. Nous devons démontrer que nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité, le confort de vie et la satisfaction d'une vie paisible à l'avenir. Ce mardi matin, les talibans ont appelé au retour à la vie normale en toute confiance et ont annoncé une amnistie générale pour les fonctionnaires, appelant ces derniers à reprendre le travail. Une situation en Afghanistan que les insurgés contrôlent désormais en quasi-totalité, qui inquiète au-delà des frontières. De nombreux pays exfiltrent leurs ressortissants, à l'instar de la France, qui a lancé ce matin son opération de rapatriement de ces derniers nationaux. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.